méchanceté, hein. Souvent c'est dit avec l'amour même. Mais ces petites phrases, elles s'installent. T'es vraiment trop sensible, toi. Fais pas cette tête, c'est rien. Tu devrais être plus sûr de toi. Arrête de trop réfléchir. T'es trop dans ta tête. Et à force d'entendre ces choses, même en passant, même sans vraiment y prêter attention, on finit par intégrer l'idée qu'il y a une bonne façon d'être, une mesure correcte, un calibre acceptable, et que nous, on est en dehors de ce cadre. Moi par exemple, on m'a souvent dit que j'étais trop intense, trop dans mes émotions, que je prenais les choses trop à cœur, et pendant longtemps, j'ai cru que c'était vrai, que c'était un problème, que je devais me corriger, me lisser, prendre moins de place émotionnellement pour que les autres se sentent bien avec moi. Je pense que beaucoup d'entre vous ont une version similaire de cette histoire, certainement pas exactement la même, mais quelque chose dans cet esprit. Après la famille, il y a l'école, et l'école c'est vraiment l'endroit où on apprend à se comparer, où la norme devient un truc collectif, visible, omniprésent. T'es trop timide comparé aux autres, pas assez cool, trop bon élève, ce qui peut te marginaliser autant que d'être mauvais. Pas assez sportif, trop dans les livres, pas assez dans les sorties. Le groupe a cette capacité à créer une espèce de ligne médiane invisible, et tout ce qui s'écarte de cette ligne, dans un sens ou dans l'autre, devient une anomalie. Et ce qui est cruel là-dedans, c'est que la ligne bouge tout le temps. Elle dépend du groupe, du moment, de la saison. Ce qui est trop dans un contexte devient pas assez dans un autre. Donc on ne peut jamais vraiment atteindre cette ligne. On passe son temps à courir après quelque chose qui se déplace constamment. Et on finit épuisé, sans jamais comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et puis les réseaux sont arrivés. Si t'as grandi avec les réseaux sociaux, ou même si t'y es arrivé adulte, t'as expérimenté quelque chose de nouveau. La comparaison à l'échelle industrielle. Avant, on se comparait à notre entourage proche. Maintenant, on se compare à des milliers de personnes en même temps. Et pas à leur vraie vie, à leur vie mise en scène, éditée, filtrée, présentée sous le meilleur angle possible. Et donc tout à coup, on se retrouve pas assez productif comparé à cette personne qui se lève à 5 heures du matin et qui a déjà coché 15 cases avant 8 heures. Pas assez épanouie comparé à cette autre qui voyage tout le temps et qui semble toujours rayonnante. Pas assez mince, pas assez musclée, pas assez réussie, pas assez créatif. C'est sans fin et c'est épuisant. Alors si toi aussi t'as scrollé un soir en te sentant de plus en plus petit, de plus en plus insuffisant, tu n'es pas seul. C'est quasiment une expérience universelle à notre époque. Et c'est pas un signe que t'es faible ou que tu manques de confiance. C'est juste que t'es un être humain et que l'algorithme est vraiment très fort pour nous faire sentir ça. Ensuite, pour se sentir trop, parlons d'abord du trop. Se sentir trop, ça ressemble à quoi concrètement? C'est quand tu t'excuses d'exister un peu fort, quand tu retiens quelque chose en toi parce que tu sens que ça va dépasser ce que l'autre est prêt à recevoir, quand tu te censures avant même d'avoir commencé à parler. C'est te sentir trop émotif devant un film alors que tout le monde autour garde les yeux secs. C'est être trop enthousiaste pour un truc que t'aimes et voir le regard des autres te signaler que c'est bizarre. C'est parler avec trop de passion sur un sujet et sentir l'ambiance de la pièce se refroidir légèrement. Et avec le temps, ce trop devient une prison. On commence à surveiller sa propre intensité, à se demander avant chaque réaction, est-ce que je vais pas en faire trop? Et cette surveillance constante, elle fatigue. Elle fatigue énormément parce que tu passes ton énergie non pas à vivre les choses, mais à gérer comment tu les vis pour les autres. Et le problème du trop, c'est aussi qu'il est souvent accompagné de la culpabilité. On se sent souvent mal d'avoir trop réagi. On s'excuse, on minimise. Désolée, je suis un peu à fleur de peau en ce moment. Comme si ressentir fort était une erreur et qu'il faut corriger ou se justifier. Et je vais te dire quelque chose là-dessus. Ressentir fort n'est pas une erreur, c'est une façon d'être au monde. Et dans beaucoup de contextes, c'est une force immense. Les gens qui ressentent fort, souvent, ce sont les gens qui aiment fort, qui créent fort et qui comprennent fort les autres. C'est pas un bug, c'est quelque chose de beau. Ensuite, se
Ensuite, il y a le masque. On en porte tous un à des degrés divers et c'est pas forcément une mauvaise chose. On s'adapte à nos environnements et c'est humain. C'est même intelligent socialement. Mais il y a une différence entre adapter sa façon d'être en fonction du contexte et cacher qui on est parce qu'on a peur que l'original soit trop ou pas assez. Le masque qui vient de la peur, lui, il coûte cher parce que chaque fois que tu le mets, tu envoies à ton cerveau un message. La vraie version de moi n'est pas acceptable et ton cerveau enregistre ça et ça renforce la conviction que tu as quelque chose à cacher. Et avec le temps, tu peux même commencer à croire que si les gens t'aiment, c'est parce qu'ils connaissent pas vraiment la vraie version, que si tu te montrais vraiment, ils se rendraient compte que c'est décevant. C'est un cercle vicieux très douloureux et je veux vraiment que tu saches que là-dedans, encore une fois, tu n'es pas seul. Ensuite, il y a l'effet sur les relations. Quand on se sent trop, on a tendance à se retenir dans les relations, à pas trop en demander, à se dire que notre besoin de présence, de réassurance, d'écoute, c'est un fardeau pour l'autre. Alors on minimise, on dit c'est bon, quand c'est pas vraiment bon. On laisse des silences s'installer parce qu'on ne veut pas être lourd. Quand on se sent pas assez, on peut avoir des comportements différents. Parfois, on surcompense, on essaie de prouver sa valeur. Parfois, on s'efface, on laisse l'autre prendre toute la place parce qu'on pense qu'on ne mérite pas d'en avoir. Et dans les deux cas, les relations sont faussées. Pas parce que l'autre est mauvais, mais parce qu'on arrive pas avec sa vraie mesure. On arrive avec une version corrigée, amputée ou gonflée de soi-même. Et les connexions vraiment profondes, celles qui font du bien durablement, elles se construisent sans masque. Ça se construit sur du vrai. Maintenant, j'aimerais te poser une question, une vraie question, pas rhétorique. Trop selon qui? Sérieusement, quand tu te dis que t'es trop sensible, trop intense, trop compliqué, selon qui? Selon quel standard? D'où il vient? Parce que dans beaucoup de cultures différentes de la nôtre, ce qu'on appelle trop sensible est considéré comme une sagesse. Ce qu'on appelle trop intense est vu comme de la passion, une qualité enviée. Ce qu'on appelle trop dans la tête est ce qu'on appelle dans d'autres contextes la profondeur, l'intelligence émotionnelle, la richesse intérieure. Le trop et le pas assez sont des jugements, et tout jugement vient d'un point de vue, d'une perspective. Et une perspective n'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, elle n'existe pas vraiment dans ces domaines-là. Il y a juste des gens différents, avec des intensités différentes, des façons d'être différentes. Et certaines façons d'être sont valorisées dans certains contextes et pas dans d'autres. Ça ne dit rien sur ta valeur intrinsèque, ça dit juste quelque chose sur l'adéquation entre ce que tu es et l'environnement où tu te trouves. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas toujours toi qui dois t'adapter, parfois c'est l'environnement qui n'est pas le bon endroit pour toi. Ensuite, un exercice que je trouve utile et que j'ai fait pour moi à une période difficile, c'est d'essayer de tracer l'origine de ces voix qui disent t'es trop ou t'es pas assez. Est-ce que c'est une voix de ton enfance, un parent, un frère ou une sœur, ou peut-être un professeur? Est-ce que c'est une voix d'une ancienne relation, quelqu'un qui t'a dit un jour quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que c'est une voix collective, celle d'un groupe, d'une société, d'un idéal culturel? Ou est-ce que c'est ta propre voix que tu as développée toi-même au fil du temps comme une forme d'autoprotection? Parce que comprendre d'où vient une voix, ça aide à décider si elle mérite encore d'être écoutée. Les voix de notre enfance surtout, elles ont été importantes pour naviguer le monde à un certain moment, mais des fois on les garde longtemps après qu'elles aient arrêté d'être utiles. Et une voix qui venait de quelqu'un qui souffrait lui-même, qui était lui-même limité dans sa vision du monde, qui projetait ses propres peurs sur soi. Cette voix ne devrait pas définir ce que tu es aujourd'hui. Et je veux parler aussi de la permission, parce que c'est souvent là que le nœud se situe. On a
cherche à l'extérieur la réponse qu'on ne peut pas se donner à soi-même. Mais, même si c'est difficile à entendre, même si ça sonne comme un de ces trucs un peu clichés qu'on entend partout, la permission, elle peut venir de toi. Et dans la plupart des cas, elle doit venir de toi. Parce que même si quelqu'un de l'extérieur te la donne, si c'est pas intégré à l'intérieur, ça ne tiendra pas longtemps. Prendre de la place ne signifie pas dépasser les autres, ça signifie simplement occuper l'espace qui t'est dû. Être là, pleinement, sans s'excuser. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle l'autocompassion. Et je sais que ça peut sonner un peu thérapeutique, un peu buzzword, mais je veux en parler parce que concrètement ça change vraiment les choses. L'autocompassion, c'est essentiellement se traiter soi-même avec la même gentillesse qu'on aurait pour un ami proche. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Si ton meilleur ami te disait je me sens trop intense, j'ai l'impression de prendre trop de place, je suis pas assez bien pour cette opportunité, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais oui t'as raison, t'es vraiment trop? Non, tu lui dirais probablement quelque chose de doux, de bienveillant, de nuancé. Alors pourquoi on ne se donne pas ce qu'on donnerait à notre meilleur ami? L'autocompassion, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas se convaincre qu'on est parfait, c'est juste appliquer la même bienveillance à soi-même qu'on aurait naturellement pour quelqu'un qu'on aime. Et c'est un muscle, ça se développe avec du temps et de la pratique. Mais chaque fois que tu arrives à te regarder avec un peu moins de dureté, tu es en train de l'entraîner. Je vais me livrer un peu parce que c'est important pour moi que cet espace ne soit pas juste moi qui parle de choses abstraites. Je veux que ce soit irréel. Mais pendant longtemps, j'ai été persuadée que j'étais trop dans mes émotions, trop dans mes pensées, trop dans mes attentes envers moi-même et les autres. Et j'ai dépensé une énergie folle à essayer de me lisser, à être plus raisonnable, plus stable, plus facile à vivre. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces tentatives de lissage ne me rendaient pas plus heureuse. Elles me rendaient juste plus vide, parce que les mêmes choses qui me rendaient trop pour certains contextes, c'était aussi exactement les mêmes choses qui me permettaient de ressentir vraiment les belles choses, de me connecter profondément aux gens, de créer. Quand j'ai commencé à accepter mon intensité au lieu de la combattre, quelque chose a changé. Pas du jour au lendemain bien sûr, mais progressivement. J'ai commencé à chercher des environnements, des gens où mon intensité était bienvenue. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur le pas assez, notamment en ce qui concerne la légitimité. Me sentir légitime dans les espaces que j'occupe, dans les choses que je crée, dans les paroles que je prends. Ça c'est encore en cours, je vais pas mentir. Créer cette chaîne par exemple, ça m'a demandé de dépasser une grosse voix intérieure qui me disait que j'étais pas assez intéressante ou qu'est-ce que j'aurais à raconter. Et ma réponse à cette voix, progressivement, c'est devenu peut-être que d'autres l'ont dit, mais pas avec ma voix, pas avec mon vécu.